Bonjour, aujourd'hui on va voir les étapes pour mettre en place un modèle d'ANSIAD, système d'information d'aide à la prise de décision, orienté vers le processus de la planification scolaire. Donc pour le faire, on doit faire un petit tour dans le système de l'éducation nationale au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale dispose de 3 systèmes d'information. Le système Massar, son objectif est l'amélioration de la gestion quotidienne du système scolaire. Cette base de données nationale complète permet le suivi du parcours scolaire de chaque élève. Le système d'information statistique de l'éducation ESIS englobe toutes les opérations statistiques périodiques effectuées annuellement et les données sur le personnel, et le système de gestion des répertoires des établissements scolaires et administratifs GRESA est une base référentielle unie pour identifier et codifier tous les établissements. ESIS et GRESA sont administrés par la DSSP, qui est la Direction de stratégie et statistique de planification, tandis que Massar est administré par la DSI, Direction du système d'information. Donc, le ministère vise à rassembler toutes ces données et les intégrer à Massar pour que seule la DSI soit la responsable des données de la scolarité. Et donc la problématique qui se pose est la suivante. Comment éviter l'hétérogénéité des données afin de faciliter la prise de décision pour les planificateurs? La solution proposée, c'est la mise en œuvre d'un système d'information d'aide à la prise de décision qui permet aux décideurs du ministère en général et les cadres en planification scolaire en particulier de réaliser des études rétrospectives des situations antérieures enregistrées et s'en servir pour établir des projections et des prévisions de l'état à venir du système éducatif. Alors ici on voit un plan d'architecture simplifié qu'on va se baser sur pour développer notre projet. Alors ici, nos sources de données seront les 3 bases de données qu'on a citées précédemment, avec d'autres fichiers Excel contenant des données qui seront nécessaires plus tard. Donc ces données sont extraites vers une zone de préparation, l'ODS, permettant la mise en qualité avant l'intégration dans l'entrepôt. Puis on va faire la vraie partie des transformations et on charge nos données dans le Data Warehouse afin de les exploiter sous forme des cubes OLAP ou bien des tableaux de bord ou même des prédictions. Donc, une autre chose qu'on va discuter dans la partie théorique, c'est la gestion des métadonnées. Donc, les métadonnées sont toutes les informations qui définissent et décrivent les structures, les opérations et le contenu du système Data Warehouse BI. Les métadonnées, donc on peut distinguer 3 types de métadonnées. Les métadonnées techniques définissant les objets et processus qui composent le système Data Warehouse BI, les métadonnées métiers qui décrivent le contenu de l'entrepôt de données en termes d'utilisateurs, y compris les données disponibles, leur provenance, leur signification et leur lien avec d'autres données, et finalement les métadonnées de processus qui décrivent les résultats opérationnels de l'entrepôt. On va nous concentrer donc sur les métadonnées métiers qui représentent tout à la fois la description de la structure, du contenu, des clés, des index, etc. des données. Donc, une étude d'interprétation des données nous a permis d'avoir la liste, la structure et la localisation de chaque donnée pertinente à répondre. Ces processus d'interprétation ont pour mission de filtrer les données utiles, de s'assurer de la présence effective de la donnée dans la source et de vérifier la pertinence des données entreposées. Il faut noter que ces données, ce modèle de données représente la vision fonctionnelle des bases de données sources. Il est la spécification de ce que les applications utilisatrices peuvent trouver dans les systèmes. Ce n'est donc pas le schéma physique des tables. Le schéma physique comporte des informations supplémentaires nécessaires au traitement d'alimentation et d'administration de données. Donc, comment choisir la conception? Cela est dû aux planificateurs parce que eux qui vont déterminer quelle information vous laissez voir dans les rapports ou bien dans leurs écrans. Alors pour intégrer et mettre en place le processus ETL, on va utiliser
le Talent Open Studio for Data Integration. Les jobs en talent peuvent être petits ou grands comme nous voulons. L'initial job peut être alors exécuté en sous-job. Pour notre cas, on va se baser sur la structure suivante pour nos jobs. Donc, cette structure nous donne une flexibilité. Il nous permet de traiter les différents composants de propos de données séparément. Pour la 6e fois consécutive, Talend est reconnu par le Magic Quadrant de Gartner comme un leader. Donc c'est évident de le choisir pour la mise en place de l'ETL. La première chose qu'on va commencer avec, c'est les métadonnées. Donc Talend offre un répertoire métadonnées qui regroupe les informations que l'on souhaiterait utiliser dans nos différents jobs, notamment les schémas et les informations de propriété. C'est très utile lorsqu'on partage des sources de données ou des schémas entre les différents jobs. Il est possible de créer des connexions aux bases de données, notamment créer des schémas des fichiers, par exemple le fichier population qu'on va utiliser, ou bien créer des schémas génériques comme celle de l'ODT. La deuxième chose, c'est l'ODS ou bien le Staging Area. Alors, c'est cette zone temporaire et l'emplacement où on transfère les données à partir des systèmes sources avec des transformations minimales. L'avantage d'utiliser cette zone temporaire est de ne pas faire les transformations en même temps que les extractions, ce qui a moins d'impact sur les systèmes sources. En général, les gens des systèmes sources veulent qu'on passe le moindre de temps possible à lire leurs données. Les experts appellent cela l'extract window, c'est-à-dire le temps que le responsable du système source nous alloue pour faire des extractions. En général, le modèle physique de la base de données de la zone temporaire est identique à celui des systèmes sources. On ajoute par contre des colonnes pour savoir la provenance des données. Passons maintenant à la partie alimentation du Data Warehouse. Alors, pour mettre en place un processus ETL pertinent, on va faire appel à deux notions importantes. Ce sont le login et l'audition. Donc, on a ajouté deux tables dans le Data Warehouse, ETL logs pour stocker les fichiers de journalisation et ETL runs pour faire l'audition. Pourquoi tout cela? Tout simplement pour suivre la phase de l'alimentation du Data Warehouse et pour capturer et stocker une trace de toutes les modifications importantes apportées aux données pendant les transformations. Le processus ETL eux-mêmes sont généralement divisés en trois parties. On a l'Initial Housekeeping, on a la partie ETL et finalement on a le Final Housekeeping. Alors pour faire le ménager initial, nous utiliserons une procédure stockée appelée ETL Start Run. Cette procédure sera utilisée pour remplir la table ETL Runs et il renvoie le Run ID à utiliser dans tous les processus ETL. Il renverra le même Run ID chaque fois où elle est appelée, jusqu'à ce que la procédure de ménager finale correspondante ETL End Run soit appelée. La dimension du temps, donc elle ne va se produire qu'une seule fois, donc son job ne va s'exécuter aussi qu'une seule fois. Pour les autres dimensions, ici on a 4 dimensions, cycle, niveau, population et établissement sont de type Slowly Changing Dimension 1, donc on va faire que des transformations minimales, donc en définissant les clés primaires et en ajoutant la colonne du Run ID et après les stocker donc dans les tables. Sinon pour les deux autres dimensions, c'est élèves et enseignants, ce sont de type 2, Slowly Changing Dimension 2. Donc pour les traiter, Talend offre la famille des composants SCD. On définit le type de la colonne et les dates. Donc on définit le type de colonne, qu'il soit de type 0, 1, 2. Et pour les colonnes de type 2, on définit les versions.
Alors, on a fait tout cela pour historiser la situation de chaque élève parce qu'il peut quitter ou abandonner à n'importe quel moment et on veut quand même garder son parcours. Le composant MySQL exécute une requête pour initialiser le start date au chargement de l'entrepôt de données à 2014 parce que la date quand le ministère a utilisé le système Massar c'était 2014. Parce que le job start date est la date d'aujourd'hui et on ne veut pas perdre les données d'avant. Aussi, la dimension enseignant est presque la même chose. Dans certains cas, les professeurs changent leur discipline et donc on veut garder leur historique. Pour traiter la table fait, on va suivre les étapes suivantes. Donc, on va créer une table intermédiaire appelée Stage Planification. Donc, cette table est sans index. On va déplacer les données du système source vers cette table intermédiaire. Puis, on va créer les index en utilisant le composant MySQLRow. On va faire appel à la procédure Prefix Planification. Et finalement, on va utiliser la famille des composants ETL d'Anthos pour remplir Stage Planification. C'est vrai, les index sont super pour améliorer les performances des requêtes sur une base de données, mais cela prend aussi beaucoup de temps. Chaque ligne dans notre table de faits spécifie un élève en un certain âge qui est dans un cycle et un niveau attribué à un enseignant dans un établissement en une année scolaire. Donc ceci est un fait infondé, ce qu'on appelle les factless facts. Nous n'avons donc aucune valeur numérique dans notre table. Pour rendre les requêtes plus faciles pour les autres, nous avons inclus élève count, enseignant count et filière count qui donnent des valeurs par défaut 1, 1, 1. Pour automatiser l'alimentation de notre data warehouse ou bien notre processus ETL, on va premièrement construire le job. On va obtenir un fichier compressé, .zip ou bien .rar. On l'ouvre, puis on va trouver un fichier .bat. On va faire appel au planificateur des tâches de Windows. On va créer une nouvelle tâche et puis on va définir les détails, la date, les mois, les actions sera notre fichier .bat et comme ça on a terminé l'automatisation de notre processus ETL. Puis on va cliquer sur OK. Alors, après qu'on a terminé l'alimentation de notre data warehouse, on passe maintenant à la phase d'exploitation. La première chose sera l'analyse multidimensionnelle et l'affichage OLAP. Premièrement, on doit créer le schéma du cube. Pour le faire, j'ai utilisé Schema Workbench. On définit les dimensions, les hiérarchies dedans et les mesures calculées. Puis, on va importer le schéma et créer une connexion avec la base de données dans Jasper ReportSoft afin de pouvoir faire des affichages OLAP. Jasper ReportSoft contient un éditeur des requêtes MTX. On peut mettre ici notre requête et on obtient l'affichage. Ici, on a un tableau contenant les résultats de la requête. On peut faire des opérations telles que drill down and roll up, avec aussi une barre d'outils pour faire des filtres. On peut même exporter les résultats sous forme de fichiers Excel ou bien les enregistrer comme PDF.
Passons maintenant à la partie visualisation. Donc pour faire le reporting, j'ai choisi Power BI parce qu'il offre des tableaux de bord interactifs. J'ai créé 3 tableaux de bord orientés sujet, élèves, RH et établissement. Donc on peut trouver le nombre des élèves selon le genre, selon le cycle, la commune. On peut trouver le taux de situation des élèves ou ici un tableau contenant les informations nécessaires sur un élève. Donc comme on a déjà mentionné, Power BI offre une meilleure interaction. Donc par exemple ici on peut choisir pour que les femmes, et ici on voit que automatiquement les données changent selon notre filtre.